Allô? Et oui, je reviens, même pas 2, 3 jours après une vidéo, là. Ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé de faire 2 vidéos aussi rapprochées. Euh, mais ben, allons-y, allons-y, allons-y et sautons dans le vif du sujet. Écoute, si je reviens vers toi, c'est que, bon, après ma barre, là, il y a un topo bien spécifique et précis que j'avais le goût d'aborder, que j'aurais pu aborder, puis c'était mon élan premier hier, lorsque l'élan est monté. Euh, Mon idée première, c'était d'en faire un texte. Mais il est arrivé quelque chose ce matin qui a fait en sorte que j'ai fait hey, non, non, je pense que vraiment ça mérite d'être adressé via une vidéo qui, je ne sais pas si ça va toucher un plus large public qu'un texte l'aurait fait, mais bref, je pense que ça mérite le détour. Ça mérite qu'on prenne le temps de s'asseoir pour discuter de ça. Euh, donc, allons-y. Naturellement, les vidéos partent souvent d'un élan et l'élan est souvent le résultat ou le fruit d'une action ou d'un événement ou d'une situation qui s'est passée. Bon, ça peut arriver là, qu'on est assis très tranquille, zen, en petit Bouddha dans son salon et que soudainement il y a un appel à écrire un texte ou à faire une vidéo. Ça peut arriver aussi. Là. Je ne dis pas que ça n'arrive pas, mais bien souvent, en tout cas, du moins ici, quand je fais des partages, c'est qu'il s'est passé quelque chose. J'ai fait un accompagnement ou j'ai rencontré une situation et finalement, et là tu vas m'excuser, j'ai comme un éternuement qui veut monter. Je ne sais pas s'il va monter ou pas. On va se donner le temps de prendre une gorgée de café, je pense, question de voir si ça passe ou non. OK, ça semble vouloir passer. Bref, c'est ça. Il y a souvent un événement qui est déclencheur. En tout cas, ici, c'est souvent le cas. Il arrive une situation qui me fait vivre ou qui me permet d'observer chez quelqu'un d'autre quelque chose que je fais comme oh mon Dieu, que c'est intéressant, on pourrait jaser de ça. Donc, c'est un peu ce que je fais en partant finalement de 2 anecdotes dans lesquelles j'entrerai pas trop longtemps, mais quand même, je vais les aborder vite fait pour que vous compreniez un peu où je m'en vais avec mon sujet. La première anecdote est arrivée il y a quelque temps de ça. Puis honnêtement, si ça avait été juste de cette anecdote-là, je pense que je sais pas. Probablement que ce serait demeuré, oui, de l'ordre d'un texte que j'aurais publié sur Substack probablement pour aborder le sujet. Mais là, vu ce qui est arrivé hier, là, je fais comment, mon Dieu, qui est finalement une espèce de rebond du même événement. Ben, pas du même événement, mais du même thème. Oui, on va le dire comme ça. Bref, j'arrête de parler en parabole. Premier événement a lieu il y a quelques temps. C'est une conversation avec quelqu'un, c'est pas vraiment important. Et là, m'arrive quelque chose qui m'est pas arrivé depuis vraiment très longtemps. Très rapidement dans la conversation, je me fais enfermer et limiter à mon ancien diagnostic en santé mentale. Je dis ancien diagnostic parce que moi, ici, il n'y a plus vraiment d'identification à celui-ci. Bon, c'est sûr que celui-ci demeure. Il est dans mon dossier médical. Il est là. Mais même à ça, bon, je vais très rarement à l'hôpital. J'ai très rarement allé dans des cliniques médicales ou des suivis de nature médicale depuis quelques années. Là. Ça s'est complètement transformé, moi, à ce niveau-là, dans ma vie. Mais bref, ça demeure quand même dans mon dossier, mais même dans le milieu médical où j'ai eu à aller dans les dernières années, ne serait-ce que pour des prises de sang ou des examens de routine ou des choses comme ça, très rare qu'on ait fait état de ce diagnostic-là qui est présent dans mon dossier depuis bon, le milieu de la trentaine. Très, très rare. Mais là, ça n'a pas rapport. C'est pas quelqu'un du milieu médical, puis c'est pas vraiment important non plus que je fasse état de qui ou quoi ou comment ou quel cadre ou quel milieu. Là. On ne se perdra pas dans les détails. Mais bref, dans la conversation, cette personne-là, très rapidement, me renferme et me limite à mon diagnostic. Ah, on sait bien, hein, parce que toi, tatati tatata. Bon, genre de conversation de ce genre-là. Et là, je suis surprise parce que je m'y attendais pas, mais pas du tout. Puis je trouve ça intéressant parce que c'est un beau clin d'œil de la vie pour voir bon, comment ça va réagir, hein, comment on va réagir à tout ça. Et j'ai eu aucune réaction. Aucune réaction. J'ai pas, tu sais, je veux dire, j'ai pas tenté à me justifier, j'ai pas tenté de
d'éclaircir, ou en tout cas, j'ai rien fait. J'ai rien fait. Dans un sens comme dans l'autre, aucune réaction. J'ai écouté la personne bien patiemment et j'ai constaté les limites qui venaient finalement avec le fait que cette personne-là me limite à mon diagnostic. Les limites pour elle, dans son champ de perception, la façon dont elle avait de me percevoir, de me comprendre, d'analyser aussi mon fonctionnement et de comprendre comment je suis. C'est tout son schème de compréhension par rapport à qui je suis se construisait à partir du diagnostic. Fait que j'ai trouvé ça intéressant. Mais c'est certain que, bon, après ça, je suis partie de l'événement, puis bon, je suis revenue chez moi, puis j'ai fait comme, bon, est-ce que j'ai vraiment le goût, moi, de demeurer confinée et limitée à ça dans le cadre d'une relation avec quelqu'un? Ben, pas tant. Pas tant. Pas tant, mais c'est OK parce que, bon, c'est pas quelqu'un que je côtoie sur une base régulière. C'est quelqu'un que je vois de façon ponctuelle. Donc, si j'ai à la rencontrer dans un contexte X, c'est certain que, bon, c'est OK pour moi, il n'y a pas de problème, là. Mais de là à dire que cette personne-là m'appellerait pour dire on va-tu prendre un petit café, j'aurais peut-être pas vraiment nécessairement le goût de développer la relation à un niveau autre que celui qui est déjà là, préexistant dans ma vie à l'heure actuelle. Ceci étant dit, ça, c'est la première anecdote, puis je trouvais ça vraiment intéressant d'une certaine façon. De voir comment je ne réagis plus à ce genre de constat-là, et deux, de voir à quel point ça limitait la perception de la personne. Ceci étant dit, comme je vous dis, si ça avait été juste de ça, je ne serais probablement pas revenue faire une vidéo sur le sujet, vraiment pas. J'aurais peut-être éventuellement dans un texte adressé la situation parce que vous allez comprendre avec ce vers quoi je m'en vais là, en vous parlant de la deuxième anecdote. Bon, deuxième anecdote, qui n'est pas vraiment une anecdote, là, qui est plus quelque chose qui est en train de se passer à l'heure actuelle dans ma vie, c'est que depuis que j'ai fait la vidéo sur les activations de Kundalini, j'ai eu une légère recrudescence de questions sur le sujet et aussi une ou deux demandes d'accompagnement aussi dans ce contexte-là de personnes qui vivent des problèmes avec une émergence de l'énergie, un éveil à l'énergie en eux. Donc, et c'est ça qui m'a fait, c'est un courriel là, que j'ai reçu ce matin, là, qui a fait comme, ah mon Dieu, que c'est intéressant, parce que là, je voyais le lien qui se faisait entre la situation que j'ai vécue il y a quelque temps et le courriel que j'ai reçu. Là, je voyais un lien vraiment intéressant à faire, parce que ce que j'ai constaté dans les questionnements que j'ai reçus et les demandes d'accompagnement, c'est toujours la question de l'envahissement émotionnel qui vient bien souvent avec les éveils trop brusques ou trop inattendus ou inopinés de cette énergie-là. OK? Ça amène, parce que, bon, épuration là, du champ oblige et, bon, épuration de la mémoire aussi, ça amène une remontée émotionnelle qui est plus ou moins importante, tout dépendant du contexte, de la façon, bon, de votre histoire de vie, bon, du contexte dans lequel se produit l'éveil à cette énergie-là. Et bon, bref, en tout cas, je ne veux pas rentrer là-dedans parce que là, ça serait vraiment trop long et trop complexe. C'est pas mon point. Mon point, c'est que je suis toujours, je dirais pas amusée. J'ai beaucoup d'empathie pour la situation là, parce que je l'ai traversée, je l'ai vécue. Donc, il y a de l'empathie face à ça. Donc, je ne voudrais pas qu'on croie que je minimise ou que justement, que moi aussi, je limite les personnes qui me font état de ça à ça. Mais je trouve toujours ça intéressant, quelque part, de réaliser que c'est toujours la difficulté que les gens ont à dealer avec justement cet envahissement émotionnel-là qui vient avec ce phénomène-là. C'est cette difficulté-là. Et la difficulté en tant que telle, elle est normale, là. Je veux dire, elle est normale. Puis, c'est un petit peu ça que je voulais adresser aujourd'hui. C'est la question des émotions aussi. Et je vous dirais que d'une certaine façon, la question de la santé psychologique et mentale des individus, qui là, bon,
j'ai eu des discussions aussi récemment avec d'autres personnes qui sont dans des aspects thérapeutiques, qui font de l'accompagnement, qui aident les gens et qui, bon, constatent, là, comme à peu près tout le monde, là, qu'il y a une augmentation de la souffrance psychologique et mentale chez les gens dans la société. Mais ça, on en parle depuis tellement longtemps que, bon, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est... Tu sais, je veux dire, l'examen clinique qu'on fait d'une situation, est-ce qu'elle est représentative vraiment d'un phénomène global et social? Je veux dire, vous œuvrez dans le mieux-être ou la santé mentale ou la santé psychologique. C'est normal que les gens qui viennent vous voir aient des enjeux de ce côté-là. Est-ce que c'est représentatif que parce que votre clientèle augmente, il y a plus de problèmes dans la société? Je veux dire, c'est pas une étude empirique, ce truc-là. Fait qu'il faut quand même rester un peu prudent quand on fait des généralisations, ce qui est un biais cognitif, hein, de faire des généralisations. Donc, de généraliser un constat. Mais bon, on en entend souvent parler, là, que la souffrance émotionnelle ou la souffrance psychologique, les problèmes de santé mentale augmentent, blablabla. Bla, bla, bla. Bon, partons du fait que ça serait vrai. Qu'est-ce qu'il y a de mal à avoir un diagnostic en santé mentale? En quoi cela influence-t-il votre niveau de conscience? Et je vais m'expliquer naturellement. Ce que je trouve fascinant, j'en ai fait état un peu dans le dernier vidéo, c'est le cloisonnement. Oui, je pense que c'est le bon terme. C'est le cloisonnement des univers dans la psyché humaine. Et encore là, je vais m'expliquer ce que j'entends par là. Ce que j'entends par là, c'est que, bon, moi, j'ai quand même été assez chanceuse dans ma vie. J'ai navigué dans plusieurs environnements professionnels. Bon, j'en ai fait état, là, je ne reviendrai pas, milieu juridique, milieu des affaires, milieu artistique et, bon, accompagnement dans le domaine spirituel. Ça fait quand même plusieurs univers qui, à première vue, peuvent paraître très éloignés les uns des autres, mais qui, pour moi, sont tous les mêmes. C'est toujours les mêmes dynamiques qui s'y jouent, peu importe le milieu dans lequel on est. Et ce qui est intéressant quand on navigue dans plusieurs univers comme ça, puis moi j'ai eu cette chance-là, c'est quand on est capable de faire des liens. Quand on est capable de faire des liens et de voir finalement que sous des apparences hétérogènes, il y a quelque chose de fondamentalement homogène qui se vit d'un espace à l'autre. Parce que la réalité de l'humain, elle est pareille, peu importe le milieu dans lequel on est. La réalité humaine, elle est similaire. Après ça, vous êtes juste trempés dans des environnements et des univers qui sont différents les uns des autres. Mais comme je le disais dans mon dernier vidéo, le mental a tendance à toujours récupérer ça, à cloisonner ça, à mettre ça dans des petites boîtes, puis à s'enfermer à quelque part avec ça, à récupérer finalement la compréhension, puis à vouloir en faire quelque chose et à établir une vérité à partir de ça, bien, on s'enferme très rapidement dans un univers. Et quand j'ai parlé aussi dans mon dernier vidéo, parce que, bon, quelque part, ça va peut-être me permettre de faire du push un peu sur mon dernier vidéo, je ne sais pas, là, on verra. Quand j'ai parlé dans mon dernier vidéo du fait qu'il y avait une posture au niveau spirituel, bien, c'est à ce cloisonnement-là que je réfère. Et quand j'arrive dans des accompagnements à connotation spirituelle, je suis toujours fascinée de la violence. Et je vais employer le terme violence, je pourrais dire manque de bienveillance, mais je vais dire violence parce que ça va vous puncher un peu puis peut-être vous titiller, là. Je vais grossir un peu le terme, là, mais disons, entre le manque de bienveillance, oui, et la violence, la ligne est quand même assez mince. Donc, il y a un certain manque de violence assez apparent chez les gens qui naviguent dans le milieu spirituel, et je vous dirais particulièrement dans le milieu spirituel non duel. Encore une fois, là, je tape un peu sur le clou de ce milieu-là et vous allez comprendre pourquoi. Il y a une certaine forme c'est ça, de manque de bienveillance et de violence quand il est question justement de tout ce qui est... de tout ce qui relève du registre émotionnel, finalement, parce que la non-dualité, c'est une voie de connaissance, donc c'est une voie de l'esprit. Donc, c'est une voie qui, dans un premier temps, va mettre à très, très bonne distance le registre émotionnel pour justement l'observer. Donc, il y a quelque chose de très beau et de très sain dans ça, parce qu'effectivement, quand vous êtes noyé dans l'émotionnel, vous perdez beaucoup de clarté au niveau intellectuel. Donc, c'est important des fois d'être en mesure de prendre un pas de recul par rapport au registre émotionnel, mais entre prendre un pas de recul et s'en dissocier, bien, c'est là que le bas blesse, bien souvent, dans le milieu spirituel.
c'est que, il y a une fuite, il y a une volonté consciente ou inconsciente de vouloir s'extraire de la condition humaine. Sans comprendre de quoi est faite la condition humaine. On aspire à une divinité, un absolu ou je ne sais quoi d'autre, là, parce qu'on peut prendre toutes sortes de termes lorsqu'on vient le temps d'aborder tout ça. On veut à quelque part un peu s'extraire de tout ce qui vient avec la condition humaine en reconnaissant une pseudo-forme de divinité en nous. Et même, on l'entend souvent, hein, je veux dire, tout ce qui relève de la joie des états élevés, de joie, de bonheur, d'extase et de tout ça, d'amour et tout ça, ça serait un birthright, c'est votre droit de naissance, donc vous devriez tendre vers ça et vous devriez vous éloigner de la souffrance. Ben oui et non. Oui et non. Je veux dire, toutes les portes d'entrée, les portes d'accès sont bonnes et la souffrance est aussi une porte d'accès sur le chemin spirituel, puis ça, ben ça, c'est variable d'un individu à l'autre. Donc, il faut savoir respecter ça. Mais quoi qu'il en soit, je l'ai beaucoup observé, je vous dirais, du côté de la clientèle européenne, un peu moins du côté du Québec, parce que du côté du Québec, je vous dirais que c'est un peu la contrepartie inverse. Les gens sont peut-être parfois un peu trop dans l'émotionnel et ont de la difficulté à avoir une certaine forme de clarté ou de recul ou de pas de recul par rapport à ça, mais pas toujours. Là, je ne veux pas faire des généralités de ce que je dis, mais je l'ai observé. Alors qu'en Europe, ben, ils ont vraiment beaucoup de difficultés, souvent, en tout cas, c'est ce que j'avais observé à l'époque où je faisais des accompagnements avec les Européens, à s'immerger, à accepter de se tremper dans le ressenti et dans l'émotionnel. Bref, tout ceci pour dire que euh, il vient avec toutes les étiquettes spirituelles, toutes celles là, qui touchent beaucoup justement la réalisation du soi, les images qu'on se fait qui ont été véhiculées et qui continuent d'être véhiculées de grande équanimité ou d'amour ou de compassion excessive. Il y a vraiment quelque chose qui vient avec ça, qui devient à un certain point, pour l'individu qui est en quête et qui est en recherche, une certaine forme de violence par rapport à son vécu intime et personnel, si son vécu intime et personnel n'est pas en cohérence ou en adéquation avec ce qui est observé, ce qui est lu, ce qui est entendu ou ce qui est véhiculé dans ce milieu-là. Donc, c'est un peu ça que je voulais aborder ce matin parce que c'est là que la spiritualité peut devenir soit une fuite ou quelque chose qui, à la limite, un peu violent parce que là, vous allez tomber en déni ou en refus de votre réalité. Et moi, je vous dirais qu'il n'y a aucun problème à avoir un diagnostic de trouble anxieux ou de traverser ou d'avoir traversé un épisode dépressif ou plusieurs même, d'avoir une étiquette de, je sais pas, moi, de trouble de personnalité limite, bon, peu importe, là, je veux dire, peu importe l'étiquette en santé mentale, de neuroatypie, bon, d'hypersensibilité. Il n'y a aucun problème avec l'étiquette. Le problème qui vient avec l'étiquette, c'est de s'identifier, de se définir par celle-ci, de se limiter à celle-ci, ou justement de vouloir entrer en résistance ou en lutte avec la personne qui, elle, vous limite, vous identifie ou vous rattache uniquement à ça. C'est ça le problème. Mais le diagnostic en soi, on peut le voir comme une étiquette, puis moi je l'ai longtemps vu comme une étiquette et je me suis identifiée et je me suis limitée et je me suis beaucoup justement rétrécie et rentrée dans la boîte du diagnostic qui avait été fait. Mais un jour on le voit, c'est comme juste en tout cas, l'invitation ici, c'est pas de renier. Il n'y a pas lieu de renier le diagnostic ou l'étiquette ou le label qu'on vous met en termes de profil psychologique ou de santé mentale ou de quoi que ce soit d'autre. C'est comme juste, voyez-le comme un espèce de... Je sais que ça peut paraître un peu bébête, là, mais voyez-le un peu comme un mode d'emploi. C'est quelque chose qui vous explique un mode de fonctionnement chez vous. Et encore là, un mode de fonctionnement, c'est pas figé, c'est pas cristallisé, c'est pas irrémédiable et immuable, à moins que vous décidiez que ce le soit. Et c'est ça le piège de l'identification, hein, c'est quand on arrive et on fait « je suis cela et cela me limite et je ne peux pas aller au-delà de ça, je ne peux pas faire certaines choses ou je ne peux pas aspirer à certaines situations, certaines conditions, certains états parce que j'ai cette étiquette ou ce label-là. C'est là que constitue le piège de l'étiquette et du diagnostic. C'est vraiment là que ça se situe, mais
Et ça, je vous dirais que c'est presque plus pernicieux de tomber dans ce piège-là, et plus facile aussi de tomber dans ce piège-là quand il s'agit d'étiquettes à caractère psychologique que de diagnostics ou d'états physiques. Et je vais illustrer très simplement mon propos. Regardez certaines personnes qui ont eu qui ont ce qu'on appelle des handicaps apparents ou qui ont des limitations physiques importantes, que ce soit, je ne sais pas, moi, des paralysie cérébrale, dystrophie musculaire, des gens qui sont dans des fauteuils roulants ou des gens qui vivent des amputations ou des choses vraiment comme ça qui sont limitantes au niveau physique. Regardez, fouillez, allez faire des recherches, allez faire vos recherches, ouais, comme on dit, allez faire vos recherches sur le nombre de personnes qui ont été en mesure de dépasser les limitations physiques qu'elles ont pour aller beaucoup plus loin et même contredire un peu la science médicale par rapport à certaines limites qui leur avaient été mises en fonction d'eux. Hier encore, et là, petite parenthèse que je vais essayer de faire très rapide, j'écoute un documentaire de National Geographic. C'est une série de documentaires, il y a 2 épisodes de sortie. C'est avec le comédien américain Will Smith, puis c'est vraiment une traversée d'un pôle à l'autre. Ils vont vraiment passer du pôle sud au pôle nord, mais ce faisant, ils vont traverser toutes sortes de pays. Et c'est sûr que la série traite beaucoup de la nature, du réchauffement climatique et de toutes ces choses-là. Mais bref, hier, dans la série, Will Smith était avec un protagoniste qui est un explorateur de l'Antarctique. Et cet homme-là a traversé l'Antarctique d'un bout à l'autre en ski, à pied, de toutes sortes de manières. C'est vraiment une personne qui est une source d'inspiration incroyable. Et cette personne-là, dans le fond, elle a raconté à un certain point du documentaire que c'est un ancien joueur de rugby professionnel qui a joué et qui a eu des hauts faits armes dans son sport et qui un jour a eu une blessure sportive qui l'a handicapé par rapport à son sport. Et il y a eu le diagnostic est tombé, tu ne pourras plus jamais jouer au rugby. Donc voilà, et ça a été une grande source de tristesse et un profond désespoir pour lui. Il l'a évoqué dans le documentaire, il a traversé un profond état dépressif et il expliquait que lorsqu'il est arrivé en Antarctique, ben pour lui, ça a été comme justement, il y a eu comme cette espèce de révélation-là que pour lui, c'était sa porte de sortie. Sa porte de sortie en regard de toute la souffrance, le mal-être et le côté invalidant que cet épisode-là dans sa vie a eu. À quel point ça l'a limité, ça l'a empêché de croire qu'il était ça l'empêchait de croire qu'il était plus capable de faire certaines choses. Et quand il est arrivé en Antarctique, il est allé beaucoup plus loin dans l'exploration de ses limites physiques qu'avait pu le faire toute sa tranche de vie où il était un sportif professionnel et il a réalisé des choses quand même assez incroyables. En tout cas, vous irez voir, là, je ne vais pas tout raconter, là, mais bref, une limite, là, des fois, ça se dépasse, des fois, ça se dépasse pas. Des fois, une limite, il faut savoir l'accepter et vivre avec. Puis, des fois, une limite, elle se dépasse et on peut aller beaucoup plus loin que celle-ci. Des fois, c'est un mélange des deux aussi. Et si je reviens ici, dans une tranche de vie que je ne veux pas étirer non plus et faire trop longue, je vous dirais que pour moi, le diagnostic, à l'époque où je l'ai reçu, a été sécurisant parce que j'avais un sentiment d'anormalité grandissant par rapport à mes pairs, par rapport aux gens autour de moi, les gens avec qui je naviguais, et j'avais besoin d'avoir un sentiment de normalité. Et d'une certaine façon, le diagnostic m'a donné un sentiment de normalité parce qu'il m'a permis, d'avoir une certaine forme d'espoir avec la médication que les choses pourraient se régler, ce qui a été un espoir faux et vain, mais en tout cas, ça, c'est pas grave, là, c'est pas important dans le contexte, mais m'a aussi permis de mettre un mot sur quelque chose qui, à l'époque, ne pouvait pas se nommer autrement que comme ça. À l'époque, c'est comme ça que ça se nommait. Mais depuis, ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup changé. Et moi, je pourrais nommer 2 personnes dans mon entourage qui avaient exactement le même diagnostic que moi et qui, aujourd'hui, font face à des inversions de diagnostic. Des psychiatres qui leur disent je pense qu'il y a eu une erreur dans ton diagnostic. Moi, aujourd'hui, je vois plutôt que c'est telle chose, telle chose, telle chose, et qui le proposent d'autres avenues, d'autres modes de thérapie, d'autres modes de médication ou d'autres avenues pour permettre à la personne de se sortir justement de tout ce que le diagnostic a stigmatisé
et a cristallisé en eux. Donc, c'est pas figé, ce truc-là. C'est pas figé. Euh, Toutes les neurosciences sont vraiment, depuis quelques décennies, dans une émergence de nouvelles compréhensions par rapport à un phénomène qu'on appelle la neuroplasticité neuronale. La neuroplasticité, je n'ai pas besoin de rajouter neuronale, là, la neuroplasticité, ça le dit, c'est la capacité de notre cerveau de justement guérir, se recréer, créer des nouvelles connexions et se reconfigurer. Et moi, à l'époque, où j'ai eu mon diagnostic, on disait que c'était fini. On disait à l'époque qu'un synapse qui était mort à cause de je ne sais pas quelle raison, consommation d'alcool, dépendance, maladie, ACV, peu importe, là, AVC, pardon, euh, c'était fini. Je veux dire, c'était fini, c'était fini. Et la seule avenue à l'époque où moi j'ai eu mon diagnostic, la seule porte de sortie, c'était la pharmacopée, c'était la médication. Et aujourd'hui, on n'est plus là. On n'est plus là du tout, du tout, du tout dans tout ce qui concerne les questions de label. Ça change beaucoup. Je veux dire, moi, je me rappelle quand j'étais à l'université, bon, parce que j'avais quelqu'un dans mon entourage qui étudiait en psychologie, elle m'avait proposé de faire ce qu'on appelle les fameux tests de QI. Et à l'époque, ben, quand j'ai fait le test de QI, ben, l'étiquette qui est venue avec le test de QI, c'était l'étiquette de la douance. Bon, ce que je savais déjà parce qu'au primaire, on m'avait comme proposé de sauter un niveau au niveau de sauter une année complète, là, puis de passer complet, sauter une étape là, finalement, puis aller plus vite dans mon cursus scolaire, ce que mes parents avaient refusé à l'époque, puis je pense que c'était une bonne chose. J'avais besoin de vivre mon enfance, pas de continuer à me rendre encore plus adulte que je l'étais déjà, puis je l'étais déjà beaucoup quand j'étais enfant. Donc, bref, longue histoire courte pour dire qu'à l'époque, quand j'avais passé ce test de QI-là, on associait ça à la douance. Aujourd'hui, on parle de nouveaux profils, HPI, HPE, multipotentiel et tout ça. Encore là, il y a beaucoup de confusion là-dedans. On associe les HP à la sensibilité, à la neuroatypie, ce qui n'est pas toujours vrai, ce qui est vrai. Bref, il y a de nouveaux champs qui sont en train de s'ouvrir, de nouvelles études qui sont en train de se faire pour nous amener ailleurs dans la compréhension de ce qu'on a au niveau de notre psyché, de la psychologie. Donc, tout ça, ça bouge beaucoup à l'heure actuelle. Donc, se limiter et s'enfermer dans un diagnostic, ben, c'est malheureux. Moi, je l'ai fait, puis j'ai été très malheureuse de le faire. Puis à un moment donné, ben, la souffrance a atteint son paroxysme, puis il y a vraiment quelque chose qui a éclaté, puis qui s'est brisé en moi pour justement et heureusement me sortir de ça. Mais en me sortant de ça, la vie m'a quand même fait voir qu'il y a ici une sensibilité, je vous dirais, encore là, j'ai pas été diagnostiquée comme neuroatypique. Je veux dire, je veux pas rentrer dans l'effet Barnum et justement me réidentifier à des nouvelles étiquettes, mais je veux dire, le constat que j'ai pu faire au cours des 10 dernières années, si je regarde, je vais employer un québécisme, là, si je regarde la moyenne des ours autour de moi, c'est que j'ai quand même un niveau de sensibilité qui est plus élevé que les gens autour de moi. Et ça, je l'accepte, je vis avec, je vis de mieux en mieux avec, et j'ai fait ce qu'il fallait pour justement apporter de l'équilibre et changer mon mode de vie pour que justement ça soit agréable à vivre, que je me sente bien, que je me sente en paix avec des caractéristiques qui me sont fondamentalement personnelles et qui vont le demeurer. Et encore là, dans ça, il y a vraiment beaucoup de choses qui ont bougé. Intérieurement, ça s'est transformé à un niveau que j'aurais jamais cru possible. Et jusqu'où ça va m'amener, j'en ai aucune idée, mais il y a tellement de choses qui ont changé, qui se sont transformées, que c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne suis plus capable de m'identifier à mon ancien diagnostic et je ne le renie pas, il est là. Si vous me dites et vous m'identifiez à celui-ci, ben, c'est OK, mais pour moi, c'est vous qui vous limitez maintenant et non pas moi. Donc ça, c'est ma façon de le voir. Est-ce qu'elle est juste? Est-ce qu'elle est fausse? Ça m'appartient, ça ne vous appartient pas. Donc voilà, fait que la question des diagnostics en santé mentale, je vous inviterai toujours à être prudent par rapport à ça afin de ne pas vous enfermer dans ceux-ci parce que c'est toujours quelque chose qui peut bouger et qui est appelé à changer en fonction de vos expériences de vie, en fonction de la lumière de la conscience que vous mettez là-dessus, en fonction de l'intérêt que vous avez pour ceux-ci, jusqu'où vous acceptez de plonger dans l'exploration de ça et d'en faire le tour.
ça peut être appelé à bouger, comme il peut avoir aussi une certaine forme de chronicité là-dedans qui va faire en sorte que il va y avoir des limites qui vont demeurer là. Mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas un être conscient pour autant. Justement, si vous vous comprenez et que vous comprenez comment vous fonctionnez, c'est que vous êtes conscient de vous-même et ça, c'est une excellente chose. Je vois beaucoup de gens aussi, moi, dans ma catégorie et dans ma tranche d'âge, et je vous dirais un petit peu plus vieux, qui, en prenant de l'âge, rencontrent toutes sortes de challenges, d'immenses difficultés à vouloir demeurer dans le concept de la normalité. Hein? Parce que, dans le fond, c'est un peu ça que tout le monde voudrait. Tout le monde voudrait être normal. Mais c'est quoi la normalité? C'est quoi la normalité? Ben, en fait, la normalité, c'est quand même pas très difficile, hein. La normalité, socialement parlant, c'est d'être fonctionnel et de pouvoir, justement, pouvoir fonctionner dans le système tel qu'il est souhaité et tel qu'il est attendu. Donc, c'est OK de vouloir être là-dedans, mais c'est OK aussi. Vous pouvez fonctionner dans un système, à l'extérieur, d'un cadre dit normal, avec une étiquette, avec un diagnostic, avec un handicap physique, avec, une limite quelconque. Je veux dire, c'est la question dans tout ça, puis là, je veux pas me répéter indûment non plus, là, c'est pas le but de mon vidéo, mais la question dans tout ça, c'est toujours comment vous percevez là-dedans la souffrance que ça engendre en vous de vous limiter ou de vous identifier à tout ça? Qu'est-ce que ça crée comme source d'inconfort? Qu'est-ce que ça vous empêche d'aller rencontrer au niveau émotionnel? Ou au contraire, qu'est-ce que justement ça cherche à faire surgir au niveau émotionnel qui demanderait à être vu puis à être rencontré? Ça, c'est la première des choses. Et après ça, ben, c'est jusqu'à quel point ça vous fait souffrir que l'autre vous voit à partir de cette étiquette-là, vous limite ou vous stigmatise. Parce que, bon, quand c'est une étiquette psychologique, c'est tel que tel, parce qu'à moins que la personne soit au courant, c'est pas écrit dans votre front que, je sais pas, vous êtes HPE ou que vous avez un trouble anxieux ou que vous êtes en dépression. Bon, la dépression, ça peut paraître un peu physiquement là, par les humeurs, mais d'une façon générale, il y en a qui cachent très bien aussi les états dépressifs, qui sont très bons pour les masquer. Donc, un diagnostic, je vous dirais, en santé mentale ou un diagnostic de nature psychologique, de profil psychologique ou de profil de personnalité, je veux dire, c'est pas écrit dans votre front. Mais je veux dire, parlez à ceux qui se promènent en fauteuil roulant, qui ont des cannes, qui ont des quadriporteurs ou les fameuses béquilles, là, le nom m'échappe, là, en tout cas, bref, je pense que vous savez de quoi je parle. Ceux qui ont vraiment besoin d'une assistance au niveau locomoteur, là, ben, ces gens-là naviguent à tous les jours avec le regard de l'autre sur eux. Le regard d'une personne limitée, d'une personne handicapée, d'une personne qui a une limite physique importante qui lui empêche d'être comme monsieur et madame tout le monde qui aurait ses deux pieds et ses deux jambes. Comment ces personnes-là naviguent? Ils doivent apprendre à naviguer à travers toutes les idées préconçues, les stéréotypes, les jugements, bon, les phrases un peu bizarres qui viennent avec ça. Puis ça, c'est vrai pour ceux qui sont en fauteuil roulant. Il n'y a pas longtemps, je voyais une vidéo d'une dame qui faisait des partages sur tout ce qui concerne la grossophobie et toutes les idées ou les stéréotypes qui viennent avec ça. Hein. Elle donnait tout plein d'exemples. C'était super joyeux de voir ça parce qu'elle donnait l'exemple d'être assis dans un restaurant en train de manger une salade et de se faire dire par une dame à côté: Ah, vous êtes au régime, hein, c'est pas facile. OK, parce qu'elle est grosse puis elle mange une salade, elle est au régime. Quelle idée et statement et rapprochement qui se fait tout à fait de façon naturelle et rapide chez les gens, alors que ça n'a peut-être pas rapport, elle mange peut-être juste la salade parce qu'elle aime la salade. Voyez-vous? Donc, on navigue là-dedans couramment à tous les jours. Puis, à un moment donné, ben, c'est là qu'il faut savoir prendre du recul puis se détacher du regard de l'autre sur soi. Et tant que vous restez piégé là-dedans, ben, ça vous empêche d'aller adresser certaines émotions, certaines mémoires, certains souvenirs, certaines tranches de vie qui auraient peut-être besoin d'être rencontrées, d'être libérées, un vécu émotionnel qui a été réprimé, qui aurait peut-être besoin de sortir du système pour que vous gagniez en espace, en liberté intérieure et en mieux-être. Donc, vous empêchez parce que le regard de l'autre fait en sorte que vous continuez de réprimer l'émotionnel.
et le jugement que vous avez par rapport justement à vos émotions lorsqu'elles montent, lorsque vous avez une gêne, une honte, une culpabilité à les afficher devant d'autres personnes, bien ça aussi, c'est une limite bien plus importante que n'importe quel diagnostic ou étiquette qui vous aurait été apposé ou qui vous aurait été mis. Donc voilà. Donc l'émotionnel, bien, comme je l'ai dit dans mon dernier vidéo, ce sont des messagers, ce sont des guides. Les émotions, elles sont là pour justement vous conduire dans la bonne direction, vous conduire vers vos besoins réels et non pas ceux qui sont attendus par la société ou par vos désirs ou ce que vous voudriez dans vos petits aspects finis et limités du je me moi qui ne veut pas souffrir et qui court toujours après le bonheur et le plaisir. Bien, il y a peut-être des parties de vous plus souffrantes qui ont le goût de vous dire hey, moi, j'ai le goût que tu m'écoutes, puis j'ai le goût qu'on se rencontre dans notre intimité, notre profondeur et qu'on jase ensemble de ce qui ne va pas dans ta vie, de ce qu'il faudrait que tu changes dans ta vie ou ce qu'il faudrait que tu fasses autrement dans ta vie. Donc, en ce sens, les émotions, elles sont bienfaitrices, elles sont bienvenues. Après ça, l'émotionnel, pourquoi il est mal vu en société? Ben, c'est fondamentalement patriarcal, ce truc-là. Là. C'est du conditionnement social. Là. Je veux dire, bon, c'est la maîtrise des émotions. Là. Ça serait un signe de courage, de force et de stabilité. Au contraire. Au contraire. Il n'y a rien de plus courageux que d'exposer sa vulnérabilité émotionnelle. Il n'y a rien de plus courageux que ça dans un monde qui renie les émotions. Donc, il y a toujours une juste un juste milieu, et c'est un peu ce que j'abordais dans le dernier vidéo. Il y a toujours un juste milieu à faire entre l'émotionnel et l'intellect. Il y a de la lumière de la conscience à mettre sur nos émotions si on ne veut pas demeurer envahi par celles-ci et demeurer justement, parce que derrière l'émotionnel, il y a toujours une petite peur à la clé. Hein? Donc, une fois qu'on a rencontré le besoin émotionnel qui est manifesté par l'émotion, ben, on sécurise le système nerveux, on sécurise. Hein, si je ne sais pas, moi je me retrouve dans un environnement où soudainement je ne me sens pas confortable et je ne suis même pas capable d'expliquer pourquoi, mais je ne me sens pas confortable et que je tourne le regard en dedans puis qu'il y a quelque chose qui me dit va-t'en, va-t'en, t'es pas bien là, va-t'en. C'est pas important de savoir pourquoi je me sens pas bien dans l'environnement. Je me sens pas bien dans l'environnement et mon corps me demande de me retirer. Et si je me retire, ça va me sécuriser. Et si je me sens sécurisée, je vais peut-être dans 24-48 heures voir clair sur les raisons qui faisaient que je me sentais pas bien dans cet environnement-là. Peut-être que dans 24 ou dans 48 heures, je vais m'apercevoir que je me sentais pas bien dans cet environnement-là parce que personne ne se souciait de moi, personne ne me posait de questions, j'avais pas d'espace d'expression, ou bien il y avait quelqu'un dans la pièce qui était hostile, qui était agressif et que mon système nerveux se sentait déclenché par cette agressivité-là. Bref, peu importe, là, la raison n'est pas importante. Là, la raison est tellement subsidiaire et sans réelle importance. L'important, c'est que vous vous êtes retiré de la situation, vous vous êtes écouté, puis après ça, vous vous êtes senti mieux. Donc, vous voyez, je donne un exemple, somme toute, assez banal, mais qui est quand même assez révélateur et assez important de la balance qu'il y a à faire entre l'émotionnel et le mental. Et de ne pas faire cette balance-là, de renier l'un au détriment de l'autre, peu importe que ce soit l'intellect qu'on écoute pas assez ou les émotions qu'on écoute trop ou les émotions qu'on écoute pas assez puis l'intellect qu'on écoute trop. Bon, bref, peu importe, peu importe. Ce qui crée une tension et un inconfort supplémentaire, justement, c'est pas juste l'état émotionnel ou la pensée qui nous traverse, c'est le conflit entre les deux et le fait de ne pas être capable de résoudre le conflit entre les deux. Ça rajoute une tension supplémentaire qui fait que vous vous sentez encore plus inconfortable. Donc voilà. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous ce matin. Je voudrais faire une conclusion qui soit bienveillante à l'égard du milieu spirituel parce que, veux pas, d'une certaine façon, j'y suis encore immergée, on va le dire comme ça, là, parce que je suis encore sollicitée dans ce milieu-là pour des accompagnements ou des questionnements. Donc, je ne veux pas renier
la dimension spirituelle de nos vies, elle est excessivement importante. Mais je vais continuer à mettre les gens en garde sur les croyances qui s'y véhiculent, la violence qui s'y joue, parce qu'il y a de la violence dans ce milieu-là comme il y en a dans tous les milieux. Et, et, euh, et les idées préconçues et les stéréotypes qui continuent de s'y véhiculer, surtout, je vous dirais, depuis quelques décennies, là, depuis que justement tout ce qui concerne l'éveil des consciences refait surface beaucoup et revient à la mode et prend plus d'ampleur dans ce milieu-là, quand on parle d'éveil spirituel, d'éveil de conscience, de cheminement en conscience, il y a tellement d'étiquettes de définition de lots, de stéréotypes, d'idées préconçues qui sont à la clé avec ça, de ce que serait quelqu'un qui est éveillé, qui est réalisé, qui chemine en conscience, en tout cas, bref. Vous avez juste à aller vous promener un peu sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram et même ici sur YouTube, regarder les vidéos, tout le lot de choses qui se disent et qui se véhiculent que ça peut créer beaucoup de confusion, on vient qu'on ne sait plus où y donner de la tête. Puis deux, ben pour certaines personnes, ça peut amener le déni de certaines réalités intérieures qui demanderaient à être adressées, qui sont très importantes, ou la fuite même. La fuite de croire que ce milieu-là va être une panacée, comme moi j'ai cru pendant un certain temps que la médication serait une panacée dans ma vie. La panacée, il n'y en a pas de panacée. Il n'y en a pas de solution miracle. Il n'y en a pas de méthode parfaite, de chemin tout tracé d'avance qui est en ligne droite et qui est une belle grosse autoroute à 4 voies. Oubliez ça, c'est pas vrai. Je veux dire, la vie, c'est un petit chemin sinueux qu'on avance sans trop connaître. Il y a tellement de détours et de carrefours et justement de virages et de contournements qu'on ne peut pas voir bien, bien loin en avant. On peut pas voir bien, bien loin en avant. Donc, il faut toujours se ramener dans le maintenant, dans l'ici maintenant, puis prendre ça un pas à la fois, une journée à la fois, et jamais rien prendre pour acquis. Jamais rien prendre pour acquis. Enfermez-vous pas, figez-vous pas, cristallisez-vous pas dans un état particulier, que ce soit celui de l'éveillé ou celui du diagnostic en santé mentale, parce que tout ça, encore et toujours, ce sont des concepts, des pensées que vous décidez de croire, des choses que vous achetez et qui vont finir par vous limiter. Ne serait-ce que l'idée de la réalisation spirituelle, la réalisation du soi, de l'éveil. Vous allez finir par vous limiter, vous enfermer dans un nouveau personnage, une nouvelle identité, une nouvelle façon de voir les choses que vous allez avoir éventuellement à détricoter puis à déprogrammer. Ce n'est qu'une nouvelle sorte de programmation parmi tant d'autres. Donc voilà. Donc, je ne sais pas si ça peut avoir une utilité pour vous, mais il y avait l'élan ici de venir partager sur le sujet. Donc, je vous souhaite encore une fois, je ne vous dirai pas une très belle semaine, là, parce que je vous l'ai souhaité il y a 2 jours. Je vais juste vous souhaiter une très belle journée. Ciao!